messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale qui reçoit pour vous un invité de marque. Et je ne serai pas seul, je suis accompagné d'un éminent confrère, l'un des plus talentueux que compte actuellement la République démocratique du Congo, pour poser des questions à un docteur, à un professeur, un ministre. J'ai le plaisir de vous annoncer à côté de moi, Monsieur Christian Bossembe. Merci beaucoup, Jenny. Merci. Et en face de nous, Monsieur le docteur professeur Désiré Cachemire et Bérande Kolongele. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Jenny. Bonjour, Christian. Bonjour, Excellence. Comment vous sentez-vous? En tout cas, moi, je me sens bien. Je ne sais pas quelle image vous reflète. Non, mais c'est la forme, même la pleine forme. Et effectivement, je comprends les non-dits du dit derrière votre question. La question, c'est plutôt celle de la maladie. Oui, c'est pourquoi j'ai dit après, effectivement, les images qui ont circulé et d'autres qui m'ont même déjà mis dans un cercueil. Bon, c'est un privilège que d'être mis dans un cercueil et qu'aujourd'hui je sois debout en train de parler avec vous. Donc ça signifie que nous avons la chance d'expérimenter du vivant, donc la résurrection. Et nous pouvons témoigner donc à partir de là la grandeur de Dieu, l'importance d'être en communion avec le Seigneur et surtout d'être à son écoute, d'être messager, n'est-ce pas, de son amour. Et donc là, vous me donnez effectivement l'occasion de le confirmer que Dieu est bon, il est miséricordieux. À chacun, il a donné son jour, son heure. Donc, tant que l'heure et le jour ne sont pas encore arrêtés dans le décret divin, vous avez la foi de continuer toujours. Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné quand vous êtes parti? Parce que lorsque vous êtes parti, les gens ont cru que vous étiez mort et d'autres ont espéré que vous allez certainement reprendre la vie. Mais comment vous vous sentez en ce moment? Vous sentez en ce moment-là les réseaux sociaux et puis après c'est la mort de votre père et puis c'est votre collègue encore une fois, c'est Maître Tété Kaboué. Dans quelles conditions morales vous vous trouviez en ce moment-là? D'abord, j'étais très attristé, ce que vous pouvez comprendre d'ailleurs tout naturellement par la disparition de mon frère et complice, Maître Tété Kaboué, Gaston. Ce fut pour moi un choc immense parce que nous avons une histoire commune qui commence dès l'enfance, en tout cas à l'âge de l'école secondaire, qui remonte à l'université et qui va jusque dans notre premier emploi professionnel. Je l'ai précédé d'une année au même cabinet et il m'a suivi une année après à l'université en France en tant que doctorant et on s'est suivi comme ça jusqu'à ce que nous nous sommes retrouvés à la présidence. Donc il y avait cette complicité qui fait que vraiment beaucoup de choses nous liaient. D'abord à l'université, vous étiez Dieu le Fils, lui Voilà. était Dieu le Saint-Esprit. Pour ceux qui connaissent ce passage-là, effectivement, nous nous sommes trouvés tous encadrés par le grand maître, le professeur Lukombe, qui nous avait pris en ce moment-là comme assistant. Et donc, autour de lui, nous formions, comme vous dites, cette sainte trinité scientifique. Et voilà, il est parti, paix à son âme. Donc, je dis, cet événement m'avait beaucoup attristé. Et quelques temps après, lorsque je me suis retrouvé en face de la maladie de mon père, qui est tombé malade presque à la même période, qui fut également quelques jours après interné à l'hôpital. Et moi-même, je suis tombé également malade. Donc, dans ces contextes-là, c'était effectivement une période assez difficile. La preuve est que je n'avais même pas pris connaissance de la mort de mon père jusque la veille de mon retour à Kinshasa. C'est la veille que j'ai été informé que mon père était décédé. Alors,
nous rendons gloire à Dieu et la grâce lui revient parce que dans tous les cas, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. D'accord. Merci beaucoup pour cette introduction, Monsieur le Ministre. Merci, Christian. Ceux qui nous suivent sur Bossolo Télévision, merci beaucoup à vous. Tous ceux qui nous suivent sur la radio Top Congo, sur Congo Base TV, Congo Market TV et sur tous les autres médias partenaires, merci beaucoup de votre sympathique attention. Monsieur le Ministre, nous allons parler des numériques dans notre pays. Mais d'abord, dans quel contexte ce ministère a été créé? Parce qu'il faut signaler que nous tournons cette émission dans le bureau qu'a occupé le président, qui est occupé par le président Kasavubu. Et aujourd'hui, il est occupé par le premier à être ministre du numérique, un nouveau ministère qui a vu le jour sous le règne du président Félix Tshisekedi. Dans quel contexte ce ministère a été créé? Encore une fois, cette idée est une idée du président de la République. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'ailleurs, en passant, lorsque nous parlions de la maladie, permettez-moi que je revienne une seconde sur cet aspect. Donc, le président de la République nous a témoigné à l'occasion de cette crise-là, je ne parle même pas de la confiance, mais d'un amour, parce que n'eût été son implication personnelle pour que je puisse être évacué rapidement. Je pense que le pire ou l'irréparable allait déjà se produire, donc je n'aurai jamais de cesse à pouvoir lui rendre ou lui témoigner encore toute ma reconnaissance pour ces gestes ô combien, n'est-ce pas, humains et salutaires. Et par la même occasion, le Premier ministre qui a mis, n'est-ce pas, cette recommandation du chef de l'État en exécution en mettant à ma disposition toute la logistique nécessaire pour que je puisse me retrouver et suivre des soins appropriés. Par la même occasion également, tous les membres du gouvernement qui chacun, selon ses capacités et selon ses attributions, n'est-ce pas, n'ont pas manqué de pouvoir m'apporter tout le concours nécessaire. Et naturellement, tous les anonymes, tous ceux qui ont eu à se concentrer, à prier Dieu et à implorer la grâce du Seigneur sur moi, ils sont nombreux, je ne saurais jamais les citer nommément. Vous-même, vous en faites partie parce que vos encouragements ont été pour moi des ondes positives que vous avez envoyées en ma direction pour pouvoir, n'est-ce pas, me doter de cette force-là de pouvoir me battre contre la maladie. Et donc, à toutes ces personnes-là, que je ne saurais jamais citer nommément, mais qui vont se reconnaître parce qu'ils ont posé un geste, un regard, un message, n'est-ce pas, ou une prière, les hommes de Dieu que je n'oublie pas en passant, donc ils vont se retrouver. Je ne pourrais pas ne pas, avant d'aller loin, vous remercier en vos titres et qualités pour tous les soutiens spirituels, moraux que vous m'avez apportés. C'est très important pour moi. Et je n'aurai peut-être pas toujours l'occasion d'y revenir, mais quand j'en ai l'occasion, j'en profite vraiment pour pouvoir rendre grâce à Dieu et surtout aussi remercier tous les artisans terrestres de cette remontada vitale, si je peux dire. Le contexte de création de ce ministère, nous nous trouvons à une période quasiment de 2 ans après la prise de règne du président de la République. Il a pu se faire une certaine idée de comment les choses étaient en train de marcher. Il a vu et il a sillonné le monde, comme vous le savez. Il a pu trouver également l'expérience d'autres pays qui, grâce au numérique, ont fait des bons, alors qu'ils n'avaient peut-être pas les mêmes atouts naturels que la RDC. Vous avez un pays comme le Kenya, que le président de la République connaît très bien, un pays comme l'Égypte, comme le Maroc, comme le Bénin, pour ne citer que ceux-là, sont des pays qui, grâce au numérique, ont eu à
capitaliser sur un certain nombre de choses et donc à élever le niveau de leur croissance et à améliorer également leur gouvernance par des structures qui essayent de capitaliser sur deux concepts, à savoir la redevabilité et la transparence. La transparence a un avantage de réduire au maximum les cas de corruption. La redevabilité accroît la responsabilité des hommes d'État par rapport aux charges publiques. Et il a essayé un peu de regarder ce qui se passe ailleurs. Il a vu que mettre en place la technologie au service de la redevabilité et de la transparence était quelque chose qui pouvait bien aider le pays à avancer. Notamment quand vous regardez le niveau de notre budget qui est faible, il y avait moyen de pouvoir mettre en place des structures technologiques qui permettent d'augmenter et d'atteindre un chiffre beaucoup plus élevé, n'est-ce pas, en termes du budget. Voilà pourquoi le président a proposé en son temps que l'on puisse avoir, si vous voulez, l'implémentation du numérique comme levier de croissance et de développement. Et pour cela, c'est vrai qu'il y avait plusieurs alternatives. Vous pouvez utiliser plusieurs formules. Est-ce qu'il fallait créer un nouveau ministère ou bien étendre les compétences d'un ministère existant? Eh bien, il a choisi la formule de créer un nouveau ministère, ce qui était, en d'autres termes, un choix clair qu'il avait opéré dans ce sens-là, de pouvoir faire du numérique une question développée à part entière par un seul service public, un seul ministère qui s'occuperait de tous ces aspects. C'est dans ce contexte-là que, effectivement, il a décidé, à la faveur, n'est-ce pas, de nouveaux de changement qui est intervenu avec l'Union sacrée, de pouvoir créer un ministère totalement dédié à l'implémentation du numérique, n'est-ce pas, comme levier de croissance dans le pays. Alors, Monsieur le ministre, que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est parce que vous n'avez pas été reconduit directeur de cabinet qu'il fallait créer finalement un ministère récompense qu'on va appeler numérique? Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, Monsieur Béron, c'est un cerveau, vaut mieux ne pas le laisser trop loin, on crée un ministère qui, en réalité, n'aura pas de job description, parce qu'on ne sait pas exactement ce que vous faites. La différence avec les pétintiques, on ne sait pas ce que les autres font. À un moment donné, que répondez-vous à cette question? Je les comprends, mais je les excuse pas. Je comprends parce qu'ils ont peut-être l'impression que si le président de la République a besoin de m'utiliser, il y a plusieurs leviers. Il n'y a pas que dans un ministère. Donc, voir que c'est un ministère dédié pour me récompenser, c'est une vision, j'allais dire vraiment, qui est totalement erronée et qui ne cadre pas avec la réalité de ce qu'il y a. C'est que lorsque le président de la République avait annoncé dans son discours sur l'état de la nation de l'année d'avant qu'il allait faire du numérique un levier de croissance et de développement, est-ce qu'en le faisant, il pensait à moi ou bien c'était une vision fondamentale qu'il avait lui-même sur la manière de changer la gouvernance, n'est-ce pas, du pays? Mais c'est normal que le président de la République, quand il a une idée nouvelle comme celle-là, et s'il a besoin de l'implémenter, qu'il s'appuie sur des personnes en qui il a confiance dans leur capacité de pouvoir traduire ses idées, parce que ce n'est pas aisé de pouvoir capter l'idée d'un chef et de la matérialiser. Et donc, s'il a eu effectivement confiance en notre humble personne, ça veut tout simplement signifier que il croit fondamentalement en nos capacités de pouvoir traduire cette vision-là en action. Parce qu'une chose est avoir une vision, une autre chose est savoir matérialiser la vision à travers un programme. Et c'est un programme, ça s'est construit. Ça ne s'improvise pas.
Et voilà pourquoi vous voyez bien que lorsque le ministère a été créé nouvellement, contrairement aux apôtres de la précipitation, qui voulaient que par un tour de bras, nous puissions tout mettre en place, ça nécessitait un petit temps de réflexion parce qu'il fallait bien concevoir tous les cadres conceptuels de ces ministères. Et pour ça, nous avons eu justement à relever ce challenge-là en commençant d'abord et avant tout donc par chercher à réaliser une feuille de route du programme du gouvernement en matière de transition numérique. Qui conçoit cette feuille de route? Vous ou le président, l'initiateur de ce projet? Le président a eu une vision. Maintenant, il faut traduire cette vision-là en un programme. Voyez-vous, le président, ce n'est pas le gouvernement. Il est chef de l'État. Il est chef de l'exécutif. Mais ce n'est pas le président qui a la charge, n'est-ce pas, de la vie quotidienne, si vous voulez, de la nation en termes des activités gouvernementales. Vous étiez directeur de cabinet, certainement vous vous êtes dit, après moi il y aura certainement quelqu'un d'autre, alors vaut mieux me créer déjà une brèche, un ministère, et puis après c'est beaucoup plus facile pour vous. Encore une fois, un raccourci. Parce que quand on prend des raccourcis, on peut aller vite, mais avec aussi un risque de s'égarer. Parce que, comme une fois encore, je veux vraiment le dire, je ne serai jamais assez clair là-dessus, ce n'est pas à un collaborateur d'un chef de pouvoir imposer à un chef une vision. Le chef a une vision et vous, en tant que collaborateur, vous êtes là pour essayer de matérialiser cette vision. Donc, tout ce qui a été fait, la vision est celle du président. Et nous, en tant que collaborateurs, je n'étais pas seul, avec tous les autres qui étaient là, on avait justement pour mission de mettre toutes nos connaissances, tout notre savoir-faire pour matérialiser, n'est-ce pas, cette vision-là dans la direction que le chef, n'est-ce pas, vous donne. Et dans le cas d'espèce, rassurez-vous que lorsque le plan national du numérique a été conçu, élaboré et annoncé publiquement par le président de la République, nous n'avions pas encore en tête l'idée qu'il y aurait un remaniement ministériel. Donc ce n'était pas, on ne peut pas lier les deux à la fois. Alors, monsieur le ministre, ma question est en lingala. Je vais essayer un peu de mettre les deux. Pour nous battre quand le ministère la bino et le ministère yandoto, parce que tant le dit que batouarosa namboka a sali le téléphone à kangi, donc il faut déjà un niveau de téléphone. Or, si vous parcourir na Katia Congo, il y a des endroits où les antennes des réseaux de communication sont exatées, où l'on doit faire 10 km, 15 km pour avoir la connexion. Et quand on a la connexion, on n'a pas les téléphones adaptés. Est-ce que votre perception ne se limite pas à des grandes agglomérations? À Kinshasa, par exemple, qu'est-ce que vous visez en réalité? Parce que pour certaines personnes, il faut d'abord créer l'État. Parce que là, vous nous parlez d'un État numérique. Il faut d'abord créer un État qui existe. Ça veut dire réussir l'analogie avant d'aller au numérique. Mais on a comme l'impression que nous allons directement au numérique sans que toko tatozonga pinza na kati ya to réussir l'analogie te ni mamoto na numérique. Est-ce que ce n'est pas finalement du rêve que vous vendez aux gens? Non, ce n'est pas du rêve. Parce que batobele ndenge bazaliawa soko tuni bango numérique bayebi na numérique te. Ebele bazo kanisa numérique ezali kozana ordinateur to kozana téléphone kotinda ba kozana internet na téléphone. Non, si on peut résumer en fait na français facile, qui dit numérique aujourd'hui, c'est d'abord avant tout les données. Et nambo kanabiso, l'État a koki kosa makamba minene te akoki kozana mbongo ebele te soko azana ba donné te na place mbongo esengeli euta ba donné wana ezalaka te euti mapata ekiti na se ba donné wana il faut kosala yango. Donc ça va nécessiter quoi? Ça va nécessiter des infrastructures. Infrastructure basombaka yango, infrastructure batongaka yango esengeli mbongo. Soko sali ba infrastructure après au créer ba donné oyo kokotsa na kati ya infrastructure wana ba donné wana esengeli o sangisa makanisi ozui awa ozui boyi nyonso wana oti yango isika moko
infrastructure et qu'on permettre non seulement au créer ba donner mais au garder pe ba donner parce que donner soko sali yango il faut au stocker yango ko bomba yango parce que monde alelo batu mususu mosana bango mbongo ba ko zwa kaka pona koluka kaka ko yiba ba donner ya batu mususu donc akoya wa yo sali ba donner na yo otiboye ye abendi yango ateki yango pa batu mususu to apandi yango tango apandi yango obimi na poisa c'est que les a susté. Donc ce qui fait que il est très important pour mboka na biso soki tongi tokende liboso toyeba ko bomba mayele na biso nkita na biso oyo nyonso ba renseignement nyonso toza nango esengeli to bomba yango malamu et salisa biso pe tango yo bombi yango kapo na yo moko te obombi yango po moto ya sengeli ko salela yango asenga yo opesa ye en temps réel nzela que osengi boy olingo zo information boy nzela na kotindela yo pe atali et komelie mais tout ça nécessite une réglementation. Tout cela ne peut pas se faire au hasard parce que kozwa information et pas na yo et comme pas nangai et bima et pas mutu mususu il faut qu'il y ait une réglementation parce que les données personnelles ou à caractère personnel ezali partie prenante il y a vie na yo. On ne peut pas l'exposer de n'importe quelle manière. Je ne sais pas si tu peux imaginer les désordres que ça peut créer que ba données personnelles na yo okoti nakati ozu yango okamati pe obimisi yango na poisa ça peut créer un désordre. Voilà pourquoi il y a besoin et nécessité d'une réglementation. Et le président de la République, lorsqu'il crée le ministère du numérique, il lui donne des assignations. Et ces assignations-là viennent au niveau du gouvernement. Le gouvernement lui donne un certain nombre d'assignations, les lots. Yaliboso, préparez-nous un programme de transition numérique. Parce que le président a parlé, maintenant il faut concrétiser la vision du président. Alors il faut construire des projets. Parce que pour passer de la phase A vers la phase B, il faut qu'il y ait une programmation, il faut qu'il y ait des projets. Et c'est ça le travail que nous avons fait. Au jour d'aujourd'hui, quand je vous ai parlé, n'est-ce pas, du programme de transformation numérique, c'est qu'on a proposé au gouvernement que si vous commencez par ici, vous passez par là, vous arrivez par ici, nous allons assumer, n'est-ce pas, cette première transition. Deuxième chose, il a fallu faire un certain nombre de choses. Parmi les choses qui nous a été demandé de faire, c'était de préparer un projet de texte qui va avoir pour effet de créer le cadre juridique du numérique. C'est ça le fameux projet, n'est-ce pas, du Code du numérique. Et il faut être honnête. C'est déjà fait. Ces projets-là étaient déposés au niveau du Parlement par un député. Alors, il était député aujourd'hui, c'est mon collègue Tony Mwaba, qui avait en son temps déposé un projet, n'est-ce pas, une proposition, pour parler technique, une proposition, n'est-ce pas, de texte en rapport avec le Code du numérique. Lorsque le président a créé ces postes, le Parlement s'est vu obligé de nous retourner ces textes-là pour qu'on le regarde maintenant avec les yeux du gouvernement, comment maintenant le retravailler pour pouvoir le mettre en osmose avec la vision du président de la République. Parce que le député, quand il l'a fait en tant que tout autre député qui peut avoir une idée, mais maintenant, il fallait que cette idée-là soit conformée à la vision du président. C'est le travail qui a été fait. Le tout premier travail que nous avons fait quand nous sommes arrivés, c'était d'abord de reprendre la main sur ce document-là. Et nous l'avons travaillé dans le cadre d'un atelier qui a été organisé de plusieurs jours, où nous avons eu des inputs venant de tout le monde, de tous les secteurs. Monsieur le ministre, nous courons tellement derrière le temps, mais dans le lot des éléments que vous avez apportés comme contenu pendant le règne, on parle aussi de la charte du numérique. C'est quoi cette charte? La charte graphique, vous voulez dire? Voilà. C'est-à-dire que dans les choses que nous étions censés faire, s'il faut le chronométrer, nous avions du côté de la réglementation. Le code, les projets du code, nous avons travaillé avec nos équipes et nous avons suffisamment avancé. Aujourd'hui, le code
le projet est en discussion au niveau du gouvernement. Le gouvernement va le renvoyer, n'est-ce pas, au Parlement. Je pense que lors de la rentrée parlementaire du mois de mars, c'est parmi les dossiers que le Parlement devra se prononcer là-dessus. Deuxième chose, le gouvernement nous avait demandé de pouvoir harmoniser l'aspect visuel de la République. Il y a beaucoup de documents qui viennent du gouvernement, qui viennent des services publics. Au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez, en termes de référence, chacun fait un peu à sa façon. Il n'y a pas un modèle. Il n'y a pas un modèle. Donc c'est pourquoi il était très important que l'identité visuelle du gouvernement et des services publics change vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis des partenaires et consorts, qu'on définisse finalement un certain nombre de normes sur la présentation de tout ce qui est armoirie, tout ce qui est données de l'État en termes de présentation, n'est-ce pas, de documents, qu'on puisse conformer tout cela pour que quelqu'un puisse voir à l'œil nu que tel document, tel que présenté, c'est pas un document officiel. Qu'il ait la possibilité de pouvoir douter de cela. Ça nous éviterait évidemment de pouvoir faire facilement confiance à beaucoup de documents qui circulent. Voilà pourquoi nous avons travaillé avec mon collègue en charge des communications et médias, Patrick Mouyaya. Nous avons travaillé donc sur cette identité visuelle, n'est-ce pas, du gouvernement, en élaborant justement la charte graphique, c'est-à-dire les standards de ce qui doit figurer dans les documents qui constituent en termes de présentation officielle. Tout ça, papier en tête, carte de visite et tout, et le gouvernement l'a adopté parce que quand nous avons une idée, cette idée-là, elle est nôtre. Mais maintenant, il faut que, pour que ça devienne une norme, que le gouvernement l'adopte. C'est ce que le gouvernement a fait. Alors, vous avez beaucoup de champs. Il y a les secteurs de communication qui reste un secteur très, porteur de ressources et même de moyens. Quel est le moyen que l'État congolais va vous donner pour contraindre, je ne sais pas si je dois le dire, les récalcitrants ou ceux qui seront dans les mauvaises habitudes? Est-ce que vous allez travailler avec le ministère de la Justice? Comment allez-vous faire, par exemple, pour contrôler la DGDA? Comment allez-vous faire pour contrôler les régies financières s'ils optent pour la numérisation de leur ou de la recette ou tout ça? Et même la communication comme les réseaux que nous avons. Est-ce que l'État vous a donné des moyens contraignants? Mais pour compléter la question, est-ce qu'au niveau de votre ministère, vous travaillez déjà sur une forme de collaboration avec les autres ministères? Est-ce qu'il y a un cadre qui vous permet de pouvoir entrer en possession des informations? Parce que s'il faut gérer, par exemple, les domaines des commerces, les domaines des finances, c'est d'autres portefeuilles. Même l'état civil. Même l'état civil, c'est un autre portefeuille. C'est l'intérieur, c'est... Est-ce que vous avez déjà ce cadre-là qui vous permettra d'entrer en possession des informations de tous les ministères pour pouvoir agir sur les récalcitrants ou sur un bénéfice que peut tirer l'État de votre action? La question de la CENI aussi en même temps, de la CENI, de l'identification nationale, tout ça, comment vous allez faire? D'abord, il faut rappeler que le gouvernement a donné des assignations à ces ministères et parmi ces assignations-là, il y a celle de voir ce ministère comme le conseiller technique du gouvernement et par-delà des différents ministères dans le processus d'implémentation. C'est là un élément qu'il faut préciser. Nous, on ne vient pas remplacer les autres ministères dans le secteur de la numérisation. Alors, il faut vraiment qu'on soit clair. Comme le PTNTIC. Voilà. Que ce soit le PTNTIC, que ce soit le ministère des Budgets ou des Finances. Non, on ne vient pas les remplacer. On est le conseiller technique du gouvernement dans la mesure où nous fixons les règles pour que eux, quand ils vont devoir se lancer dans ces secteurs-là, qu'ils sachent qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Donc, à partir de ces moments-là, vous allez un peu, c'est un peu comme quelqu'un qui, je peux prendre un exemple juste simple de la vie. Vous avez la route. Quelqu'un qui fabrique
ou qui créent une route et ceux qui passent sur la route. Ce n'est pas la même chose. Je vous donne un exemple, monsieur le ministre. Quelqu'un doit payer ses impôts. C'est du domaine des finances. Il doit payer ses impôts. L'argent doit entrer dans les caisses de l'État. Est-ce que, d'après cette route-là que vous créez, ça signifie que le monsieur qui vient de déposer l'argent doit donner des informations au ministère et le ministère vous informe, ou c'est le monsieur lui-même qui vous informe, voilà, je viens de déposer aux finances X montant? Non. L'infrastructure de la plateforme des paiements va être connectée au ministère d'abord des Finances, à la régie et la structure elle-même qui permet que celui qui a payé, il n'est pas allé faire un paiement manuel. Nous sommes dans un système électronique. C'est-à-dire que quand il a payé, il y a une information qui circule et qui donne le motif de son paiement. Vous, les bénéficiaires, vous êtes informés. Lui, la personne qui a payé, il est également informé. Mais le passage de ces informations entre vous qui payez et vous qui recevez, il faut qu'il y ait des infrastructures qui fassent passer ou circuler, si vous voulez, les informations. Et même le passage, par exemple, vous allez payer pas à partir de votre poche, à partir de la banque. Il faut qu'il y ait des normes qui définissent chaque étape de l'information. Donc, ce qui fait que, dans la pratique, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui vont devoir se lancer dans le paiement vont devoir appliquer un certain nombre de règles, et ces règles-là vont permettre le passage des informations et de celui qui a payé et de celui qui doit recevoir. Ces échanges-là d'informations entre ces différentes structures, c'est ça qui va constituer, si vous voulez, les normes ou les standards des normes que nous allons proposer, n'est-ce pas, aux différents utilisateurs. Parce que le ministère va définir ces standards des normes-là. Parce qu'il faut qu'on sache le passage de telle information vers telle autre. Si vous n'avez pas les mêmes spécifications techniques, on doit avoir des API qui vous permettent de faire passer l'information, n'est-ce pas, A vers B. Et par rapport à ça, si nous n'avons pas des normes qui définissent ces échanges-là, eh bien, ça va être très difficile. Et c'est le travail que vous avez déjà fait. Et c'est le travail qui Monsieur le ministre, nous n'allons pas vous prendre tout le temps. Nous nous en voudrons si nous ne vous laissons pas parler des perspectives d'avenir au niveau de votre ministère. Qu'est-ce que vous envisagez faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait, mais que vous comptez faire? Parce que, il faut le dire, le mandat du président de la République, il est limité. Le mandat aussi des ministres, c'est limité, mais il faut quand même que vous fassiez quelque chose. Les perspectives d'avenir. Je place un mot sur le... Est-ce que vous allez créer une sorte de Silicon Valley en République démocratique du Congo? Est-ce qu'on aura ce laboratoire de penseurs qui connaissent la matière, qui apprennent de la matière, et qui peuvent le mettre en pratique? Est-ce que vous avez toutes ces personnes-là? Et en même temps, c'est quoi votre budget, si ce n'est pas un secret? Le budget alloué à ce que vous faites? Parce qu'on a encore l'impression que la tâche elle est beaucoup plus grande et que les fonds sont petits. Voilà. D'abord, une très bonne question. Vous aussi, vous avez soulevé une préoccupation qui est très importante. Avant peut-être que je ne vous réponde, vous permettez rapidement que nous citions qu'est-ce que nous avons déjà fait pour savoir qu'est-ce que nous allons faire. Je vous ai dit que le ministère, depuis qu'il a été institué bientôt à partir du mois d'avril, si vous calculez, donc la première chose qu'on peut considérer comme achievement, déjà que nous avons eu pendant ces temps ici, nous avons avancé sur la réglementation. Je vous ai parlé du projet. Ça, c'est
quelque chose qui est déjà acquis parce que le gouvernement est en train de travailler sur ça. C'est un travail que notre ministère a eu, n'est-ce pas, à produire. Deuxième chose, nous avons eu à établir la charte graphique. Nous avons dit que pour donner une identité visuelle, n'est-ce pas, au gouvernement et aux services publics, il fallait prévoir une charte qui définisse... C'est pas le ministère de la Communication? Non, nous avons dit que c'est un travail du ministère du Numérique qui a bénéficié de la collaboration, n'est-ce pas, et non pas la moindre, n'est-ce pas, du ministère de Communication. C'est des bonnes de guerre d'ailleurs que nous ayons eu cette collaboration parce que nos rapports personnels déjà avec les ministres concernés ont facilité beaucoup de choses. Troisième chose, nous avons eu à harmoniser au jour d'aujourd'hui les noms de domaine des sites gouvernementaux. Ça, c'est aussi quelque chose qui est aujourd'hui à considérer comme étant un acquis. Parce qu'on a fait le travail, on a fait le travail sur le point, le gouv.cd. Parce que avant, vous aviez les ministères qui, comme je vous disais, aujourd'hui, le Conseil des ministres a eu à adopter cela. Vous pouvez vérifier auprès des différents ministères et vous devez veiller en tant que média. Si vous avez des actes qui émanent de ces ministères-là, ou de tel ou tel autre ministère ou service de l'État qui ne respecte pas cela, vous êtes en droit de dire, mais il y a eu une charte graphique qui avait été adoptée au niveau du gouvernement, comment vous êtes en déphasage avec ce qui est. C'est votre travail de faire ces suivis-là, ces contrôles. Nous avons également le portail web de la République. Au jour d'aujourd'hui, la frontière virtuelle du pays n'avait pas été définie. Mais grâce au travail, n'est-ce pas, du ministère du Numérique aujourd'hui, c'est ici qu'on a fait ce travail-là du portail de la République qui a été déjà adopté. Et l'avantage, c'est que différents services vont devoir l'alimenter parce que nous créons les cadres, mais les inputs à l'intérieur, ce sont les différents ministères. Donc, vous allez veiller à ce que les autres ministères également, et c'est notre travail de faire les suivis là-dessus, de se rassurer que effectivement, par rapport à ça, ce travail-là qui a été fait a produit des résultats. Nous avons aujourd'hui également, donc, à part le portail web de la République que nous avons eu à déjà faire adopter au Conseil des ministres, nous avons également le cadre organique du secrétariat général. Parce que le ministère doit fonctionner avec un secrétariat général. Et là, je crois que vous avez eu à suivre pendant un temps où des mauvaises personnes mal intentionnées ont commencé à rançonner les gens dans l'opinion, en disant donnez-moi ou donnez tel argent à tel endroit, faites tel virement parce que on va vous engager, n'est-ce pas, au secrétariat général du numérique. Le travail a été fait, le cadre organique a été défini. Au jour d'aujourd'hui, où nous vous parlons, ce cadre organique a été déjà adopté. Maintenant, on est dans la phase d'implémentation de ce secrétariat général pour lui trouver d'abord le lieu où on va abriter, et je pense qu'on a déjà, si je me souviens très bien, nous avons déjà eu à trouver un local qui est sur Loubefou, qui n'est pas loin. Donc, ce cadre-là ayant été déjà établi, aujourd'hui, on a défini... C'est des emplois qui vont se créer aussi? Bien sûr, ce sont des emplois qui se créent. Et puis, par rapport à ça, nous signalons que on a défini les différentes directions qui vont être les directions de ces ministères-là, de ces secrétariats généraux, pardon. Donc, ça veut signifier que les emplois ont été définis avec des job descriptions pour cette administration-là. Ça, c'est un travail qui a bénéficié du concours de plusieurs experts internationaux qui vont doter, n'est-ce pas, un secrétariat général, n'est-ce pas, à ces ministères. Et donc, c'est un travail qui était très, très harassant. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais à la fin, on y est arrivé. Donc, on est dans cette phase-là. Alors que les gens attendent pour le recrutement, quand tout sera prêt, on va signaler, nous reviendrons d'ailleurs vers vous pour signaler que on est prêt, pour que tout ce monde qui est en train aujourd'hui de rançonner les gens sache que ça c'est de l'arnaque. Pour le moment, on n'a pas encore donné les go. Lorsque le go du recrutement va être fait, nous passerons par chez vous et on vous donnera l'information, vous allez relayer. Donc ça c'est aussi un achievement qu'on peut dire, le référentiel des emplois ainsi que des compétences par rapport à ça. Et naturellement, comme vous le savez, je vous avais dit, le code, nous l'avons produit ici, dans sa version actualisée
et rénovée, incluant la vision du président de la République, c'est là que nous sommes en train d'attendre et nous espérons vivement que nous allons obtenir ces documents. Et quand nous avons déjà fait ces évolutions-là, ça signifie que nous avons eu à rencontrer des contraintes. Parmi les contraintes qui ont fait que nous ne puissions pas avancer rapidement, il y a un certain nombre de choses qui nécessitent des moyens, des investissements. Et nous n'avions pas, souvenez-vous, quand nous sommes arrivés, nous n'avions pas un budget. Ça, c'est aussi quelque chose que les gens ne savent pas. Nous n'avions pas un budget attitré au ministère, parce que quand on a établi les ministères, on était déjà au mois d'avril, les budgets avaient été déjà adoptés au mois de décembre. Donc, ce qui fait que, par manque de ressources, il y a également beaucoup de choses qui n'ont pas pu être réalisées. Mais la volonté y est. Au jour d'aujourd'hui, nous avons quand même pu avoir un budget qui a prévu une rubrique sur les investissements. Ça ne sera peut-être pas à la hauteur de tous les différents projets qui doivent être implémentés, mais au moins ça aura l'avantage de donner un coup de pouce pour démarrer, n'est-ce pas, réellement les infrastructures dont on a besoin pour pouvoir, si vous voulez, faciliter le travail au niveau de notre ministère et puis faciliter la mise en place de certaines applications et faciliter la mise en place également de certaines structures qui doivent faciliter qui doivent nous permettre d'accélérer le paiement dans les secteurs des finances, notamment pour tout ce qui est les impôts de l'État, ou faciliter également les échanges interuniversitaires en ce qui concerne les plateformes en ligne pour tout ce qui est de la formation professionnelle ou de la formation universitaire. Et au jour d'aujourd'hui, parce que vous en parlez, c'est aussi un achievement de notre ministère. À la fin de l'année 2021, la RDC a fait valider aujourd'hui son indice en ce qui concerne le code barre. Parce qu'avant, vous aviez les produits de notre pays qui, quand ça sort ici, nous n'avons pas la certitude que ces produits viennent de la RDC ou qu'il a été produit à la RDC, quel est son numéro, qui en est les fabricants, à quel endroit. Donc, nous n'avions même pas, si vous voulez, encore des repères. Mais grâce aujourd'hui au travail du numérique, donc, je pense que vous avez pu remarquer que on nous a accordé, nous, la RDC, et ça, c'est l'avantage quand même de notre ministère, au cours de l'année 2021, pardon, on nous a accordé aujourd'hui l'indice, n'est-ce pas, qui constitue le préfixe ou l'indice pour la RDC en matière de code barre. Donc, vous l'avez, vous pouvez dorénavant le vérifier si vous avez la possibilité de le faire. Est-ce que vous êtes ouvert par rapport au start-up? Le ministère est ouvert. La preuve est que quand vous regardez aujourd'hui sur notre répertoire des start-up, ceux qui se sont inscrits ou qui se sont manifestés auprès du ministère, nous avons encouragé d'autres qui ont obtenu, n'est-ce pas, des financements. Je vous dis par exemple que grâce à ces ministères, quand nous avons été à Vivatech en France, nous avions amené quelques start-up congolaises qui ont eu quand même à trouver des partenaires. Donc ça veut signifier que, voilà, ils sont là, ils peuvent le témoigner et nous travaillons, on continue à faire les suivis. Donc, nous avons pour l'avenir plusieurs projets qui restent encore en suspens et qui nécessitent des moyens. Nous avons sorti le répertoire de tous ces différents projets qui sont en attente. Il y en a plusieurs. Je vais vraiment vous épargner de vous donner tous les détails. Mais si vous voulez, nous allons mettre à votre disposition pour besoin de divulgation, n'est-ce pas, la liste de tous ces projets. Ça va dans tous les domaines. Nous avons aussi bien dans le domaine des finances, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de justice. Ah, bien sûr, parce qu'il y a un projet, effectivement, qui a été proposé par un partenaire venu de France
et qui proposait justement la connexion entre les différentes condamnations, hein, parce qu'il y a des gens qui sont condamnés, mais dont on ne retrouve pas la traçabilité, par exemple, en matière de registre et du commerce, en matière des créations, par exemple, des petites et moyennes entreprises, alors que la loi dit que toutes les personnes qui sont condamnées ne peuvent pas faire ceci. Mais vous ne savez pas jusque-là avoir une base de données qui vous permet de lier telle information à telle autre. Et dans le secteur de la justice, effectivement, au niveau du ministère également des Affaires étrangères, sur les e-visas, nous devons aider, n'est-ce pas, et accompagner ces ministères à mettre en place les visas en ligne, parce que le pays qui s'ouvre encore avec le contexte de Covid ici, les gens ne vont pas continuer toujours à avoir les contacts physiques. Donc, bref, il y a tout un ensemble de projets que nous avons listés et qui ont été validés en Conseil des ministres, que nous devons maintenant présenter aux partenaires. Nous avons eu même une réunion ici là avec les partenaires. On avait appelé ça donc la conférence de partenaires, où nous avions exposé un certain nombre de ces projets-là. Il y en a d'autres qui ont trouvé des partenaires, d'autres pas encore. Donc toujours est-il que nous allons continuer le processus au cours de cette année pour finaliser la sélection de partenaires qui doivent réaliser tel ou tel autre projet. Et à partir de là, je pense que bien entendu, la question liée au code du numérique également, nous allons en faire vraiment pour nous un objectif à partir déjà du mois de mars, pour que ces textes-là puissent être adoptés, que ça puisse nous faciliter d'avoir le cadre juridique nécessaire. Et nous allons mettre en place également, au courant de cette année, les différentes structures qui doivent accompagner le ministère du numérique. Donc, terminer avec l'administration au niveau du secrétariat général. Ça, c'est en cours, comme ce n'est pas encore achevé. Donc, nous allons rester dans... Et avoir également l'autorité du numérique. Ce sont des organismes qui ont été prévus dans les codes du numérique. Donc, si le code est adopté, il faudra avoir l'autorité du numérique qui a été prévue, n'est-ce pas, dans ces codes-là, comme étant... si vous voulez, l'autorité de régulation, parce que le ministère ne peut pas être une autorité de régulation. Donc voilà, nous avons tous ces différents projets et nous pensons très bien que avec l'aide de Dieu, nous allons avoir l'occasion de pouvoir implémenter tous ces différents projets, mais nous allons vous donner la liste pour ne pas perdre beaucoup de temps. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense que la question du numérique est une très grande question qu'on ne pourra pas terminer au cours d'une seule émission, mais on sait que vous êtes très ouvert, donc on reviendra de temps en temps quand le besoin se fera sentir. Merci en tout cas de nous avoir accueillis dans votre bureau et surtout avoir répondu à toutes nos questions. Merci également à mon confrère Jenny Kaneda. Merci Christian. Alors l'émission que vous allez suivre, elle sera diffusée dans beaucoup d'émissions, beaucoup de plateformes. Merci de nous avoir suivis, nous sommes très disponibles pour vous. Portez-vous bien, à la prochaine.